Salut tout le monde. Bon, comme me l'ont demandé certains élèves du tronc commun, je vais vous présenter un résumé du cours sur la trigonométrie. Ce cours comportera 5 parties. La première partie sera consacrée aux unités de mesure des angles et comment on peut passer d'une mesure à une autre. Puis on va parler du cercle trigonométrique. C'est une notion très importante qu'il faudra bien maîtriser parce que toute la trigonométrie, presque toutes les propriétés figurent sur le cercle trigonométrique. Si vous maîtrisez le cercle trigonométrique, vous n'aurez presque plus de problèmes en général. Et puis on passe aux abscisses curviligne d'un point sur le cercle trigonométrique. Bien sûr, on parlera de l'abscisse curviligne principale. Et puis on passe aux lignes trigonométriques, c'est-à-dire le cosinus, sinus et tangente d'un réel. Et on terminera par des exercices variés sur la trigonométrie. Alors je vous souhaite bonne chance et on commence bien sûr par la première partie. Il existe combien? 3 unités pour mesurer un angle. C'est le degré que vous avez déjà vu en 9e année, le radian et le grade. Et la relation qui les relie est 180 degrés. À 180 degrés correspond pi radian et à 180 degrés correspond 200 grades. Si x, y et z sont les mesures d'un angle respectivement en degrés, en radian et en grade, on peut par exemple trouver la relation de proportionnalité entre ces mesures et pouvoir convertir une mesure en une autre. Alors, par exemple, si on prend quelle est une mesure en radian d'un angle qui vaut 120 degrés. Donc voilà. On va noter x par exemple, cette mesure en radian. Et d'après ça, donc 120 degrés sur 180 égale x sur pi. Et puis on tire x égale 12. Bon, on simplifie par ici par 10. Donc ça fait 12 sur 18. Puis on simplifie, on trouve finalement 2 pi. Bien sûr, ici c'est radian. Un cercle trigonométrique, tout simplement, c'est un cercle de centre O, c'est l'origine du repère orthonormé, et puis on va prendre un point I, l'origine du cercle, et on va prendre un point M que l'on va poser sur le point I, et il va se déplacer sur ce cercle. Bon, combien y a-t-il de façons de faire bouger ce point sur le cercle? Bon, il y en a deux. Ou bien on va dans ce sens-là, c'est-à-dire c'est le sens contraire que celui des aiguilles d'une montre, ou bien à partir du point I, il peut se déplacer dans l'autre sens, c'est-à-dire dans le sens des aiguilles d'une montre. Ben, c'est quoi un cercle trigonométrique? C'est un cercle de centre O, l'origine du repère, de rayon 1, et puis muni d'un point origine, c'est I, et orienté, ou bien dans ce sens, ou bien dans ce sens. Mais en général, on prend le sens positif, c'est ce sens-là, qui est le sens contraire que celui des aiguilles d'une montre. Tenez bien que le sens trigonométrique, c'est toujours, le sens positif, c'est celui-là. Curviligne d'un point sur le cercle. Bien sûr, on va prendre un cercle trigonométrique et on va prendre un point M sur le cercle. On va faire bouger ce point M et on va faire un tour complet. Et un tour complet, c'est quoi? C'est 360 degrés. C'est 2 pi. Alors, remarquez bien ici, si je fais par exemple, alors nous avons déjà alpha, auquel on va ajouter combien ici? Puisqu'on parcourt dans le sens positif trigonométrique, on a ajouté 2 pi. Donc, je vais marquer ici, premier tour, c'est alpha plus 2 pi. Toujours le sens positif. Pour le deuxième tour, vous allez me dire bien sûr combien. On a déjà alpha plus 2 pi, et puis on va ajouter combien? 2 pi, un autre tour complet. Donc le deuxième tour, c'est alpha plus 4 pi. Troisième tour, donc vous avez bien deviné, on ajoute combien? 2 pi. Bien sûr, on ajoute à la valeur précédente, c'est alpha plus 6 pi. Puis maintenant, on va pour le quatrième tour, c'est quoi? C'est 8 pi. Donc finalement, comment? C'est de la forme alpha plus 2 k pi, avec k bien sûr appartient à quoi? Appartient à z.
on peut parcourir le cercle dans l'autre sens, mais il faut faire attention, c'est le sens négatif. Donc ici, c'est toujours alpha, auquel on va ajouter combien? Moins 2pi. D'accord? Donc premier tour, c'est alpha moins 2pi. Deuxième tour, c'est alpha moins 4pi. Et ainsi de suite. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on trouve? On va trouver alpha moins 2kpi en général, avec k appartient à z. Donc, finalement, que représentent ces alpha plus 2kpi en général? C'est ce qu'on appelle les abscisses curvilinées du point M. Donc, un point M peut admettre une infinité d'abscisses curvilines. C'est comment on la trouve? On prend une mesure quelconque de l'angle OIOM et puis on lui ajoute des tours complets, c'est-à-dire des multiples de 2pi. On prend un point M sur le cercle trigonométrique avec un angle géométrique OI, OM égale alpha, et puis on va faire des tours complets. Qu'est-ce qu'on trouve? Comme on l'a vu sur l'animation, des tours des alpha plus 2kpi. Alors ces alpha plus 2kpi s'appellent les abscisses curvilines du point M sur le cercle trigonométrique. Bon, parfois on peut avoir par exemple deux abscisses curvilines qui représentent les mêmes points, on l'a vu. Par exemple, alpha et alpha plus 2pi représentent les mêmes points. Alpha et alpha moins 2pi, de même. Donc si vous avez deux abscisses curvilinées qui représentent les mêmes points, qu'est-ce qu'on dit? Remarquez que la différence entre les deux, c'est un multiple de 2pi. Alors, donc ça veut dire qu'est-ce on dit que x, y sont congrus modulo 2pi, et on écrit x congru, x comme ça, x 3 y, et ici on écrit modulo 2pi. C'est-à-dire quoi? Que la différence est un multiple de 2pi. Voilà, ça c'est la définition qu'on a déjà mentionnée dans l'animation. Maintenant, on va parler de l'abscisse curviligne principale. Bon, parmi ces abscisses curvilines, il existe une seule qui est dans l'intervalle moins pi et pi. Il ne peut pas y avoir deux parce qu'on ne peut plus faire un tour complet. C'est ça, donc ça c'est là. Par exemple, si vous avez une abscisse curviline qui ne se répète pas ici, elle est entre moins pi et pi, on l'appelle alpha 0 par exemple ici. C'est l'abscisse curviline principale. Donc tout point du cercle admet une abscisse curviline principale. Et quand on lui ajoute des multiples de 2pi, on obtient toutes les autres abscisses curvilines. C'est ça, l'abscisse curviline principale, par définition. Bon, dans cet exercice, on va essayer de placer les points dans les abscisses curvilines, sont des abscisses principales au début, pi sur 3, pi sur 6, pi sur 3, pi sur 4, 2 pi sur 3, et ainsi de suite. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on fait? On commence par la méthode des milieux. C'est quoi la méthode des milieux? On prend ici, sur l'axe des abscisses, nous avons ici 1, ici 1 bien sûr, parce que c'est le cercle trigonométrique. Et puis on trace des droites qui passent par 1,5 et parallèle à l'axe des ordonnées, par exemple ici. Puis ici. Puis la même chose ici. Donc, passe toutes par le milieu. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Si on a pi sur 6, ici nous avons 2 fois pi sur 6, ça fait pi sur 3. Bien sûr, pour aller de l'autre sens, c'est moins pi. Nous avons ici le sens positif, le sens négatif. Je vais aller, ici c'est moins pi sur 6. Ici c'est moins pi sur 3. Ici, dans le deuxième cadran, nous avons ici, on commence par pi sur 6 par exemple. Pi sur 6, 2 pi sur 6, 3 pi sur 6, 4 pi sur 6, 5 pi sur 6. Donc ça c'est quoi? C'est 5 pi
on peut le retrouver autrement. On peut parcourir un demi-tour, ça c'est quoi? C'est pi, et retrancher cet arc-là. Ça mesure quoi? C'est pi sur 6. Donc je vais jusqu'à pi et je retranche. Quand on retranche dans l'autre sens, donc ça fait moins pi sur 6. Or, pi moins pi sur 6, c'est quoi? C'est 5 pi sur 6. Donc pour pi sur 3, on va refaire la même chose. Nous avons ici cet arc-là qui vaut pi sur 3. D'accord? Alors, pour représenter celui-là, donc on va prendre pi et retrancher combien? Cet arc, pi sur 3. On retranche ici, donc on trouve ici combien? Pi moins pi sur 3. Bien sûr, il nous reste maintenant combien? Nous avons encore deux sommets ici. Déjà, nous avons ici 2 pi sur 3. Ici, c'est son symétrique par rapport à l'axe des abscisses. Donc, ça va être l'opposé, c'est moins 2 pi sur 3. De même ici, 5 pi sur 6, ça va être moins 5 pi sur 6. Mais on peut trouver par exemple, ici par exemple, une abscisse curviligne qui est congrue à celle-ci et qui soit positive. De même ici, par exemple, ici, qu'est-ce qu'on remarque? Nous avons ici ce point-là et ce point-là sont symétriques par rapport à l'origine du repère. Ça veut dire quoi ça? C'est un angle, c'est pi. Donc, comment je retrouve l'autre abscisse curviligne? C'est pi sur 3 auquel on ajoute un demi-tour. Un demi-tour, ça représente pi. Donc ça va être pi plus pi sur 3. C'est combien? C'est 4 pi sur 3. Donc ici c'est combien? C'est 4 pi sur 3. Remarquez bien que nous avons 4 pi sur 3 moins 2 pi sur 3, puisqu'ils représentent le même point, ils doivent donner un multiple de 2 pi. Donc ça fait 6 pi sur 3 qui est égal à 2 pi. Effectivement, donc ces deux abscisses curviligne sont congrues modulo 2 pi. De même ici, c'est quoi? C'est pi sur 6 auquel on ajoute pi. Donc ça va être combien? 7 pi sur 6 qui sont congrus modulo 2 pi. Il nous reste pi sur 4 et moins pi sur 4 et 3 pi sur 4 et 5 pi sur 4. Bon. Voilà. Et puis on va raisonner comme auparavant. Donc ça quoi? C'est ça, c'est pi sur 4. Ça c'est pi sur 4. L'opposé c'est quoi? C'est, donc ça va être ici, c'est moins pi sur 4. Ici ça va être quoi? C'est pi, c'est le symétrique, ça va être 3 pi sur 4. Et ici ça va être quoi? Voilà, ici ça va être moins 3 pi sur 4. Ou bien pi plus pi sur 4, 5 pi sur 4, ainsi de suite. Donc voilà comment on représente toutes ces abscisses. Je vous conseille de bien refaire cette activité chez vous en répétant tout à zéro. Comme ça, vous aurez maîtrisé comment placer les points. Parce que vous aurez besoin de tout cela dans la résolution des équations trigonométriques et des inéquations trigonométriques. Dans cette partie, on va essayer de déterminer l'abscisse curviligne principale de certaines abscisses curvilignes. Et je vais vous montrer quelques méthodes pour faire tout cela. Alors, il y a des abscisses curvilignes qui sont simples. Par exemple, celle-ci et celle-ci. On va essayer de raisonner comme suite. Alors, pour 23 pi sur 4, on essaie de trouver le multiple de 4 le plus proche de 23. C'est quoi? C'est 24. Donc j'écris 23 pi, c'est 24 pi moins pi, et je divise par 4. Ça fait 24 sur 4, ça fait 6 pi. 24 pi, bien sûr, sur 4, ça fait
6pi moins pi sur 4. Donc déjà, ce nombre s'écrit sous cette forme-là. C'est moins pi sur 4, c'est et plus 2kpi avec k égale 3. Donc c'est quoi ça? C'est l'abscisse curviligne principale de 23pi sur 4, parce que cette abscisse elle est comprise entre moins pi et pi. Pour la deuxième abscisse curviligne, de moins 17pi sur 6, le même raisonnement, on cherche le multiple de 6 le plus proche de 17. C'est 18 bien sûr, et j'ai réécrit moins 17, c'est moins 18pi plus pi sur 6. Je divise par 6, ça fait moins 3pi plus pi sur 6. Or, attention, ça, ce n'est pas un nombre pair. Donc, il faudra l'écrire sous forme de 2kpi plus un nombre qui est compris entre moins pi et pi. Or, ici, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on dissocie moins 3pi, c'est moins 2pi, moins pi. Si vous avez ici plus, il faut faire apparaître des moins ici, moins pi, plus, d'accord. Si vous avez des moins, on fait apparaître un plus, d'accord. Donc ça c'est un A. Qu'est-ce qu'on a ici? Plus pi sur 10, donc on va prendre moins pi de moins 3pi, ça fait ça, on va dissocier moins pi, c'est moins 2pi, moins pi plus pi sur 10. Et je fais faire la somme de ces deux quantités, ça donne moins 5pi sur 6. Or, moins 5pi sur 6, il est comment? Il est compris entre, bien sûr, entre moins pi et pi, d'où c'est l'abscisse curviligne principale de moins 17pi sur 6. Attention, pourquoi on prend les abscisses curvilines principales? Parce que normalement, si vous voulez par exemple, c'est pas si vous avez par exemple représenté 23pi sur 4 par exemple, vous pouvez pas, c'est difficile de faire des tours, bien 20 tours. Donc il suffit de trouver l'abscisse curviligne principale. Il est facile de la représenter sur le cercle. Par exemple, on a trouvé moins pi sur 4. Donc ici, c'est pi sur 4, ça c'est moins pi sur 4. Auquel on ajoute combien? Des tours complets, 6pi, c'est comme on avait dans le cours. Et voilà, ça c'est c'est 23pi sur 4. Donc c'est très important de déterminer les abscisses curviligne principales. Et pour le cosinus, par exemple, quand on verra le cosinus, comment calculer le cosinus, par exemple, de 23pi sur 4. Donc il faudra toujours l'écrire sous cette forme, sinon vous serez coincé. Alors pour les autres abscisses curvilines, on va raisonner autrement parce que, remarquez bien qu'il y a, ce sont des nombres qui deviennent un peu grands. Alors dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? On écrit sous la forme x0 plus 2kpi, avec x0 compris entre moins pi et pi. Et qu'est-ce qu'on fait? On va encadrer bien sûr, on va encadrer x0 entre moins pi et pi, et trouver les valeurs de k, pour lesquels x0 est bien compris entre moins pi et pi. Alors, remarquez bien ici, donc déjà nous avons, on va écrire 331pi sur 6 égale x0 plus 2kpi. Or, x0 c'est quoi? C'est 331pi sur 6 moins 2kpi. Et maintenant, on va imposer cette condition. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bien sûr, il faut bien encadrer et ne pas vous tromper ici. Ça, c'est l'ordre, il faut bien aller doucement. Qu'est-ce qu'on trouve finalement? Moins k est compris, donc je multiplie partout par moins, ça fait k est compris entre 355 sur 12, d'accord? Après avoir multiplié par moins, ça fait, vous allez trouver k compris entre 27,9 et 28,06. Ça veut dire quoi? Nous cherchons des nombres, des entiers relatifs. Quels sont les entiers relatifs compris entre 27,9 et 28,06? Bien sûr, c'est le seul, c'est 28. Donc, k égale 28, et je vais remplacer ici, ici, je vais remplacer k par 28. Voilà, donc je remplace k par 28, et on trouve finalement, après avoir bien calculé, moins 5pi sur 6. Donc, moins 5pi sur 6 est la mesure principale de 331pi sur 6. Autrement dit, si je veux représenter cette abscisse curviligne sur le cercle trigonométrique, qu'est-ce que je fais? Bon, pardon du chien. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, ça fait, on prend 5pi sur 6, ça c'est, comme je l'ai mentionné auparavant, ça c'est pi sur 6, ça c'est 5pi sur 6, on l'a déjà vu,
Et moins 5 pi, ça va être le symétrique. Donc ça fait, c'est quoi? C'est 331 pi sur 6. Donc remarquez bien que c'est très important de déterminer les abscisses curvilinées principales. Pour la deuxième méthode, bon, bien sûr, je vous laisse le choix à la fin de choisir celle qui vous convient. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? La deuxième méthode, on va effectuer la division de 331 par 6. Division euclidienne, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? 331, c'est 55 fois 6 plus 1. Le reste, c'est 1. Ça, c'est la division euclidienne. Donc, je divise tout par 6, je multiplie par pi, bien sûr. Donc, ça va donner 55 avec 6, ça disparaît avec le 6. Il nous reste 55 pi plus pi sur 6. Ici, nous avons, comme je l'ai remarqué tout à l'heure, nous avons un plus ici. Donc, il faudra faire apparaître moins pi. Donc, d'où l'idée d'ajouter pi et de retrancher pi. Donc, ça fait 56 moins pi. C'est comme si j'ai rien fait. Or, 56, c'est un nombre pair. 56, c'est un nombre pair, c'est bien, c'est de la forme de pi. Donc, ça fait moins pi plus pi sur 6. En temps, c'est moins 5 pi sur 6 plus 56. Donc, ça, c'est quoi? C'est l'abscisse curviligne principale de 331 pi. Remarquez bien que cette méthode, elle est très, très rapide. En 2-3 lignes. Alors que celle-ci, remarquez bien il y a trop de calculs ici. Donc, vous avez le choix de choisir celle qui vous convient. Moi, je choisis, c'est la deuxième méthode, celle-ci. Et à vous de choisir ce qui vous convient, bien sûr. Donc, dorénavant, je vais utiliser cette méthode, c'est plus facile. Division euclidienne de 403 par 4. Il faut bien calculer ici. 400, c'est quoi? C'est 4 fois 100 plus 3. Donc, je divise tout par 4 je multiplie par pi. Donc, ça fait 4 pi, c'est très direct. 3 pi sur 4, il est déjà compris entre moins pi et pi. Donc, x0, c'est 3 pi sur ça, c'est la mesure, c'est l'abscisse curviligne principale. 723 pi sur 6, même chose. 723, c'est 6 fois 120 plus 3. Donc ça fait 723 pi sur 6, je divise tout par 6, 120 pi plus 3 pi sur 6. Donc il ne faut pas laisser 3, c'est 3 pi sur 2. Donc c'est l'abscisse curviligne principale, c'est pi sur 2. Moins 27 pi sur 4, on a déjà vu ça, c'est pas difficile. Moins 222 pi sur 3. 2 sur 22, c'est quoi? C'est 3 fois 74, exactement. Donc ça fait, le reste c'est 0, donc ça fait l'abscisse curviligne principale, c'est 0. 165 pi sur, donc division euclidienne, c'est quoi? C'est 165 divisé par 4, ça fait 4 fois 41 plus 1. Donc je divise tout par 4, ça fait 41 pi plus pi sur 4. Nous avons ici plus, donc il faut augmenter d'une unité et retrancher. Donc ça fait 42 pi moins pi. Finalement, ça fait moins 3 pi sur 4. Donc l'abscisse curviligne principale, c'est moins 3 pi sur 4. Voilà, c'est terminé pour les méthodes de détermination de l'abscisse curviligne principale. Bon, vous n'avez qu'à choisir la méthode qui vous convient, comme je l'ai mentionné auparavant. Et on va passer, bien sûr, aux lignes trigonométriques, c'est-à-dire cosinus, sinus et tangente d'un nombre réel. Pour la définition du cosinus et du sinus, qu'est-ce qu'on a? On va prendre notre cercle trigonométrique, il est là. On va prendre un point M d'abscisse curviligne alpha. Et on va projeter ce point orthogonalement sur l'axe des abscisses. Sa projection orthogonale sur l'axe des abscisses, c'est le point H. Et K, c'est la projection orthogonale de M sur l'axe des ordonnées. Bon, par définition, le cosinus de alpha, c'est quoi? C'est la mesure algébrique de OH. Attention, ce n'est pas la distance, c'est une mesure algébrique. Elle peut être positive ou négative. Remarquez bien que quand M décrit le cercle, le point H varie. Donc nous avons ici une mesure algébrique, OH, elle est négative ici. De même pour le sinus. Le sinus, voilà, il est OK, OH, elle est négative. Donc voilà, donc ça c'est, normalement, c'est la définition du cosinus et du sinus. Donc par définition, c'est quoi? C'est OH, le cosinus de alpha c'est OH, et le sinus de alpha c'est OK. On projette, pour avoir le cosinus de alpha, on projette le point M sur l'axe des abscisses. Pour avoir le sinus de alpha, on projette sur l'axe des ordonnées. D'ailleurs, vous avez déjà vu l'année précédente dans un triangle rectangle, ça c'est un triangle rectangle,
Le cosinus de alpha, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Or, l'hypoténuse, c'est quoi ici? C'est 1. C'est pourquoi on retrouve ceci, mais attention, c'est une mesure algébrique. Remarquez, quand M décrit comme se déplace sur le cercle, le point H, qu'est-ce qu'il fait? Il est toujours entre I et J. C'est-à-dire quoi? Que cette mesure algébrique OH ne dépasse jamais 1 et ne dépasse jamais moins 1, parce que ça c'est moins 1 et ça c'est 1. Donc la première propriété qu'on en tire, c'est quoi? C'est que pour tout alpha ou tout x dans R, nous avons le cosinus de x est toujours compris entre moins 1 et 1. De même pour le sinus, remarquez bien ici, il va entre ce point-là, donc c'est moins 1, jusqu'à 1. Jamais il ne dépasse ces deux valeurs. Ça veut dire quoi? Que le sinus aussi est compris entre moins 1 et 1. Donc ce sont deux propriétés à retenir. Le cosinus et le sinus sont toujours compris entre moins 1 et 1. Deuxième remarque, deuxième propriété. On sait que c'est un triangle OHM est un triangle rectangle en H. Donc en appliquant Pythagore, on a OM carré qui est égal à 1 est égal à OH carré plus HM carré. Or, HM carré, c'est quoi? C'est OK, c'est sinus. Donc, le cos carré plus sinus carré égale 1 au carré qui est égal à 1. Donc, c'est les deux premières propriétés. Pour le signe du cosinus et du sinus, on va réaliser cette animation. Alors, essayez de vous concentrer sur ces deux égalités. Alors maintenant, je vais faire varier le point M sur le cercle. Vous allez remarquer là, le signe du sinus, premièrement. Donc, qu'est-ce que vous remarquez ici? Jusqu'à présent, je commence par 0. Le sinus, il est toujours positif. Jusqu'à pi sur 2, il est positif. Et jusqu'à pi, il est toujours positif. Ah, là, ça devient négatif. Donc, le sinus, il est, remarquez bien, sur moins pi sur 2, il est toujours négatif. Toujours négatif. Jusqu'à 0. Donc, conclusion. Le sinus, il est positif sur 0pi. D'ailleurs, ça se voit, le segment bleu, remarquez bien, sur l'intervalle 0pi, il est toujours au-dessus de l'axe des abscisses. Ça veut dire qu'il est toujours positif. Dès qu'il dépasse pi, on peut dire que sur pi de pi, ou bien sur moins pi 0, voilà, il est négatif. Pour le cosinus, alors, cosinus, il faut remarquer ce OH, ou bien ici. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Sur 0pi sur 2, le OH est toujours à droite de O. Donc, il est positif. Ah, déjà, dès qu'on dépasse pi sur 2, entre pi sur 2 et pi, remarquez bien que H est devenu à gauche de O. Ça veut dire que OH est négatif. Toujours négatif. Donc, de moins pi jusqu'à moins pi sur 2, il est négatif. Ça devient positif dès que je dépasse moins pi sur 2. Donc, remarquez bien que sur cet arc-là, c'est-à-dire quoi? Sur moins pi sur 2, le cosinus il est positif. Sur pi sur 2, ici bien sûr, quelle est une abscisse curviligne congrue à ça? C'est 3 pi sur 2. Ça c'est pi sur 2, ça c'est 2 pi sur 2, ça c'est 3 pi sur 2. On ne peut pas dire l'intervalle pi sur 2 moins pi, c'est faux. Donc il faut toujours avoir pi sur 2 est positif, donc il faut avoir l'extrémité qui est positive de l'intervalle. Conclusion, nous avons le cosinus est positif sur moins pi sur 2, il est négatif sur pi sur 2, 3 pi sur 2. Donc on continue notre cours normalement. Donc je vous rappelle que ce qu'on a vu dans l'animation, que le cosinus de alpha c'est OH, ça vous le savez déjà à partir de l'animation, et sinus alpha c'est OK.
Et la tangente, bien sûr, c'est sinus alpha sur cosinus alpha. Mais euh, on va interpréter géométriquement la tangente alpha sur le cercle trigonométrique prochainement. Alors, pour les premières propriétés, c'est ce qu'on a vu dans l'animation. Signe, on l'a vu, donc c'est bien. Donc ici, vous pouvez bien ajouter, ou bien, on peut dire que na, x, si x est compris entre 0, pardon, c'est sur pi de pi, c'est ce qu'on a vu sur pi de pi. Alors maintenant, on va voir les lignes trigonométriques de quelques abscisses curvilignes. Donc là, on va avoir affaire à ce qu'on a vu pour les abscisses curvilignes tout à l'heure. Premièrement, alors, on veut déterminer le sinus, le cosinus de toutes ces abscisses curvilignes. Bien sûr, elles sont principales. Alors, pour commencer, on commence par la méthode des milieux dont j'ai parlé auparavant. On prend ici un demi et ici un demi. Déjà, pour le sinus, nous avons ou bien c'est 30, 45 et 60. Donc, on commence par pi sur 6, c'est 30 degrés. Donc, déjà ici, si je projette par exemple sur l'axe des sinus, on trouve un demi. Donc, le sinus de pi sur 6, c'est un demi. D'accord? Le cosinus de pi sur 6. En utilisant bien sûr la propriété sin carré plus cos carré 1, on va trouver que c'est racine 3 sur 2. Pour pi sur 3, ici nous avons un demi. C'est l'axe des cosinus. Ici, c'est le cosinus de pi sur 3, ça va être un demi. Bien sûr, pour les valeurs négatives, moins pi sur 3, on verra ça plus tard. Alors, donc on a cosinus pi sur 6, c'est racine 3 sur 2. Sinus pi sur 6, c'est 1 demi. Cosinus pi sur 3, c'est 1 demi. Sinus pi sur 3, c'est racine 3 sur 2. Et puis, on passe au deuxième cadran. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que, remarquez bien, ça, c'était 2 pi sur 3, parce que nous avons ici deux abscisses curvies qui sont symétriques par rapport à l'axe des sinus, à l'axe des ordonnées. Donc, nous avons ici 2 pi sur 3. Remarquez que pi sur 3 et 2 pi ont la même projection sur l'axe des sinus. Donc, ils ont le même sinus. Donc, le sinus de 2 pi sur 3, c'est le sinus de pi sur 3. C'était racine 3 sur 2. Même chose ici. Le sinus de pi sur 6, c'est le sinus de 5 pi sur 6. Ça, c'est quoi? C'est pi moins pi sur 6. Ça fait 5 pi sur 6. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Pour le cosinus, bien sûr, qu'est-ce que vous remarquez? Nous avons ici 2 pi sur 3. Sa projection sur l'axe des cosinus, elle est l'opposé. C'est l'opposé de 1 demi, c'est moins 1 demi. Donc, dans le deuxième cadre, on a déjà vu que le cosinus était négatif dans l'animation. Donc, ça fait moins 1 demi. On compare cette quantité-là à celle-ci. Celle-ci, c'est 1 demi, celle-ci, c'est moins 1 demi. Donc, le cosinus de 2 pi sur 3, c'est moins 1 demi. Le cosinus de pi sur 6, c'est racine 3 sur 2. Son opposé, c'est moins racine 3 sur 2. C'est ça, donc ça, c'est le cosinus de pi sur 4, bien sûr, je ne l'ai pas mentionné ici, c'est racine de 2 sur 2. On va le faire ici. Donc ça, c'est quoi? C'est racine de 2 sur 2. Ça, c'est racine de 3 sur 2. Ça, c'est racine de 2 sur 2. Et ça va être quoi? Moins racine de 2 sur 2. C'est la projection sur l'axe des cosinus. Donc, comme j'ai dit sur l'animation, pour trouver par exemple le cosinus de cet angle-là, il suffit de projeter sur l'axe des cosinus, et on trouve le cosinus, c'est ça. Pour avoir le sens sinus, il faut le projeter sur, ça c'est H, que l'on a vu dans l'animation, ça c'est K. Donc ici, OH, c'est 1 demi. Donc la première des choses, c'est toujours placer pi sur 3 et pi sur 6. Pi sur 6, c'est 1 demi pour le sinus, pi sur 3, c'est 1 demi pour le cosinus. On regroupe tous les résultats vus sur le cercle dans un tableau. Cosinus de 0, c'est quoi? C'est on projette ce point sur ce point, donc c'est lui-même, c'est 1.
sur sinus, on projette sur 0, c'est 0. Pour pi sur 2, ça c'est pi sur 2. Si je projette ce point-là sur l'axe des cosinus, ça donne 0. Donc le cosinus pi sur 2, c'est 0. Son sinus, je le projette sur sinus, c'est 1. Donc c'est ça, c'est finalement, voilà, donc vous allez apprendre ce tableau, ou bien sur le cercle trigonométrique. Je vous conseille de bien utiliser le cercle trigonométrique, comme ça vous ne l'aurez jamais oublié. Pour la tangente, bien sûr, il suffit de calculer le sinus sur le cosinus. Ici, ça fait 0 sur 1, c'est 0. 1 demi, ce sont des calculs. Il faut faire attention ici. Et on ne peut pas diviser par 0. Comment calculer le cosinus moins x, pi plus x, cos de, et ainsi de suite. Alpha, moins alpha, bien sûr. Ça, c'est pi moins alpha. Ça, c'est pi plus alpha. Et on va calculer leur cosinus et leur sinus. Déjà, qu'est-ce qu'on remarque ici? Alpha et moins alpha ont la même projection, donc ils ont le même cosinus. Donc, le cosinus. Donc, cos alpha égale cos moins alpha. Pour le sinus, qu'est-ce qu'ils ont? Nous avons ici K, K', ils sont comme ils sont symétriques par rapport à autre. Ça veut dire qu'ils sont symétriques, donc ils sont opposés. Donc, nous avons sinus de alpha, c'est sinus alpha. Sinus de moins alpha, je vais projeter ceci, ça fait donner moins sinus alpha. Donc, ça fait moins sinus alpha. Pour pi moins alpha, qu'est-ce qu'on a ici? Ça, c'est alpha moins pi. Je projette sur l'axe des sinus. Qu'est-ce que je trouve? Alpha et pi moins alpha ont la même projection sur l'axe des sinus. Donc, ils ont le même sinus. Et des cosinus qui sont comment? Opposés. Remarquez que cos alpha, c'est OH. Cos pi moins alpha, c'est OH', mais ils sont symétriques. Donc, on a, c'est l'opposé de OH. Donc, cos pi moins alpha, c'est moins cos alpha. Pour pi plus alpha, c'est quoi? Nous avons alpha ici. Qu'est-ce qu'on ajoute? On ajoute un demi-tour. Pi, c'est un demi-tour. Pi, auquel on a ajouté alpha, ou bien alpha, auquel on a ajouté pi. Donc, qu'est-ce qu'on a? Vous remarquez bien qu'ils ont des sinus et des cosinus opposés. Pourquoi? Parce que si je projette sur l'axe des cosinus, c'est OH', c'est le symétrique OH. Si je projette sur l'axe des sinus, je trouve OK', OK' est symétrique. Donc, nous avons dans les deux cas, c'est cos pi plus alpha, c'est moins cos alpha, et sinus pi plus alpha égale moins sinus alpha. Il nous reste bien sûr cosinus pi sur 2 moins alpha et sinus pi sur 2 moins alpha et cosinus pi sur 2 plus alpha. Je vais le faire sur un autre cercle. Pi sur 2 moins alpha et sinus de pi sur 2 moins alpha. Nous avons ici alpha, l'angle alpha. Ça, c'est pi sur 2 duquel on retranche alpha. Donc, on va retrancher cet angle-là. Donc, ça fait pi sur 2. Remarquez bien que ces deux points sont symétriques par rapport à la droite de l'équation Y, ce qu'on appelle la première bisectrice. C'est-à-dire qu'ils échangent les abscisses en ordonnée et leurs ordonnées en abscisse, comme on va le voir. Alors ici, nous avons déjà le cos alpha, c'est OH, et sinus alpha, c'est OK. On va comparer avec OK' et OH'. Alors, cosinus pi sur 2 moins alpha, c'est quoi? Je vais projeter ce point-là sur l'axe des cosinus. Ça donne OK'. La mesure algébrique, bien sûr. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Bien sûr, OK', cette distance-là, c'est celle-ci. Donc, égale OK. Or, OK, c'est quoi? C'est sinus de alpha. D'où cosinus pi sur 2 moins alpha, c'est sinus alpha. Pour le sinus de pi sur 2 moins alpha, on va le projeter sur l'axe du sinus. Ça donne OH'. Donc, sinus pi sur 2 plus alpha, c'est OH'. Or, OH', qu'est-ce que vous remarquez? C'est OH. Ils ont la même distance. C'est OH. Et OH, ce n'est autre que
quoi? Pardon, ici c'est pi sur 2 moins alpha ici. OH, c'est quoi? C'est le cosinus de alpha. On va résumer ça. Donc le cosinus de pi sur 2, cosinus pi sur 2 moins alpha, c'est le sinus de alpha. Et le sinus de pi sur 2 moins alpha égale cos alpha. Voilà, donc c'est ce qu'on a. Donc, si on prend par exemple ici le point M d'abscisse cos alpha et d'ordonnée sinus alpha, comme on sait que ces deux points sont symétriques par rapport à y et x, c'est-à-dire les échanges, les ordonnées en abscisse et les abscisses, donc on va retrouver exactement ces résultats-là. Bon, pour le cos pi sur 2 plus alpha, nous avons deux méthodes, ou bien sur le cercle, ou bien en utilisant ces deux formules-là. Donc, je peux utiliser ça, on en déduit quoi? On en déduit. Ici, je vais remplacer quoi? Alpha par moins alpha. Donc, on aura cos pi sur 2 moins alpha, c'est plus alpha, qui est égal à sinus de moins alpha. Or, on a vu que le sinus de moins alpha, c'est moins sinus de alpha. Voilà, donc c'est cosinus pi sur 2 plus alpha égale moins sinus alpha. Pour le sinus, la même chose, sinus de pi sur 2, je vais appliquer cette formule-là. Moins alpha, c'est plus alpha. C'est le cosinus de moins alpha. Or, le cosinus de moins alpha, c'est alpha. C'est cos alpha. Cos. Et finalement, nous avons encore les deux formules ici, en rouge. Cosinus pi sur 2 plus alpha égale moins sinus alpha. Et sinus pi sur 2 plus alpha égale cos alpha. On peut le retrouver sur le cercle, bien sûr, remarquez bien ici. Ça, c'est pi sur 2 auquel on ajoute cet arc-là. Et je le projette sur l'axe des cosinus et sur l'axe des sinus. Or, nous allons, cosinus par exemple de pi sur 2 plus alpha, c'est la projection sur, c'est au cas seconde. Or, au cas seconde, remarquez, c'est quoi? C'est la même distance, mais c'est de l'autre côté, et négatif. Donc, ça quoi? Ça c'est au cas, donc c'est moins au cas. Au cas seconde, c'est moins au cas. Or, moins au cas, c'est quoi? C'est moins sinus alpha. C'est ce qu'on a trouvé ici. Pour le sinus, comme un sinus de pi sur 2 plus alpha et pi sur 2 moins alpha ont la même projection. Ça veut dire quoi? C'est OH' qui est égal à OH, donc c'est le cosinus de alpha, c'est ce qu'on a trouvé ici. Voilà, c'est terminé pour ce mini-cours sur la trigonométrie. J'espère vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera consacrée aux exercices sur la trigonométrie parce que celle-ci est déjà trop chargée. À bientôt et bonne chance.